Et donc ce soir, c'est encore les affaires qui servent de toile de fond à notre campagne électorale. Cette fois-ci, on met Fillon de côté. Et c'est le Front National qui a reçu aujourd'hui la visite des policiers. Ce sont des perquisitions du côté du siège du FN pour parler de l'histoire des assistants parlementaires, des emplois présumés fictifs au Front National, dans tous les cas liés au Parlement européen. Florian Philippot, le vice-président du Front National, était il y a quelques instants l'invité de Routel Krief. C'est surtout assez comique en fait, parce que perquisitionner sur la même affaire supposée dans les mêmes locaux un an après, parce qu'il y a déjà eu la perquisition il y a exactement un an au siège du Front National, dans les mêmes bureaux. Ils imaginent qu'on a probablement ajouté des preuves là depuis un an, qu'on a mis dans les bureaux des petites preuves pour eux, parce que comme il y a un an, on avait été perquisitionné. Vous les avez pas enlevés, j'espère quand même. Donc c'est ce qu'on appelle une perquisition médiatique. Voilà. À 2 mois d'élection présidentielle, sur une affaire qui est aussi vide que l'espace, c'est-à-dire que c'est le néant, c'est le vide total. Alors il s'agit en fait de Thierry Léger, garde du corps de Marine Le Pen, de Catherine Griset, collaboratrice parlementaire de Marine Le Pen, accréditée au Parlement européen alors qu'elle était en même temps son assistant depuis plusieurs années au siège du Front National à Nanterre. Bonsoir Thierry Arnaud, Laurent Neumann, Routel Krief. Donc le Front National dit bon c'est normal, on nous met des bâtons dans les roues parce qu'on a une vraie dynamique électorale en ce moment, parce que Marine Le Pen a des chances d'être peut-être président. Donc on veut nous nuire, nous nuire et c'est le complot. Défense classique, je serais tenté de dire. Oui, alors, sauf erreur de ma part, l'espace n'est pas vide, il y a plein de choses dans l'espace. Mais ça mis à part, ce qu'on constate d'un point de vue politique, c'est que cette affaire n'est pas nouvelle. 2, le fond de l'accusation, il est connu depuis assez longtemps maintenant. Et 3, ça n'a aucune conséquence sur la popularité de Marine Le Pen, le degré d'adhésion très fort de son électorat. Donc en l'état, ce qui s'est passé aujourd'hui ne change pas grand-chose. En revanche, si l'enquête devait se poursuivre, si elle devait par exemple déboucher sur une mise en examen de Marine Le Pen sur cette affaire, ça commencerait à devenir plus sérieux. Et là, on pourrait juger peut-être de manière encore plus profonde si le sentiment d'adhésion est le plus fort, si la majorité des électeurs du Front National adhèrent à l'argumentation selon laquelle elle est victime d'une persécution politique, c'est l'argumentation qu'a développée Florian Philippot sur notre plateau tout à l'heure, ou bien si le doute commence à s'insérer un peu parmi ces électeurs. Je serais tenté de pencher pour la première hypothèse plutôt que la deuxième, mais on verra. Oui, moi aussi, parce que vous avez vu les sondages aujourd'hui, 2 points de plus au 2e tour pour Marine Le Pen, alors même qu'on évoque ces affaires et qu'on en donne les éléments de la façon la plus circonstanciée, la plus détaillée. On fait le job, comme pour tous les candidats, et que c'est une affaire qui dure depuis quelque temps. Donc voilà, c'est vrai qu'il faut admettre qu'aujourd'hui, ces affaires ne gênent pas Marine Le Pen dans son ascension. En revanche, bon, je me suis demandé quand même si, avant même d'arriver au pouvoir, il y a déjà des affaires. Vous savez, on accole un peu à l'image de ceux qui sont au pouvoir et qui profiteraient des avantages du pouvoir, les affaires. Mais là, c'est avant même d'y arriver. Donc quand même, pour un certain nombre d'électeurs, ça pourrait poser question. Mais pour le moment, au contraire, comme Donald Trump aux États-Unis ou d'autres, c'est plutôt une manière de renforcer sa base, de solidifier ses troupes et de se victimiser face à l'adversité. Ouais, moi j'ajouterais quand même un point à tout ça. J'ai rien à enlever à tout ce qui a été dit et par Ruth et par Thierry, mais j'ajouterais quand même un point. Bien sûr, il y a la présomption d'innocence, mais pardon, les 2 affaires, parce qu'en réalité il y a 2 affaires séparées, sont graves. Elles sont graves et elles portent sur des faits importants. Ou alors, concernant le financement de la campagne de Marine Le Pen en 2012, il ne fallait pas expliquer que l'affaire qui touchait Nicolas Sarkozy était grave puisqu'il a été renvoyé devant un tribunal correctionnel et exactement pour des faits similaires, financement illégal d'une campagne. Ils sont micro-partisanes pour lesquels il y a des mises en examen de proches de Marine Le Pen. Absolument. Donc cette affaire-là, elle est sérieuse et elle est grave d'un point de vue judiciaire, même si je le rappelle, il y a présomption d'innocence. Quant à l'autre affaire qui concerne les assistants parlementaires, elle est au moins aussi grave, pardonnez-moi, que l'affaire François Fillon. D'abord parce qu'il y a bel et bien soupçon d'emploi fictif. Et le mot est employé, emploi fictif. D'autre part, parce que les sommes en jeu sont extrêmement importantes. Le Parlement européen, on en pense qu'on en veut, Marine Le Pen. 340 000 euros. Non, 340 000 euros, c'est ce qui est demandé à Marine Le Pen. Mais le préjudice global de l'affaire est évalué à 7 millions d'euros. 7 millions d'euros. Et contrairement à ce que dit le Front National, ce n'est pas l'argent
du Parlement européen. L'argent du Parlement européen, c'est l'argent de tous les contribuables européens et notamment des contribuables français. Voilà. Une fois qu'on a posé ça, on peut dire effectivement que ça n'a aucune importance sur la popularité de Marine Le Pen. Et c'est vrai, les sondages de Marine Le Pen n'ont jamais été aussi hauts. On peut dire, comme le disait à l'instant Florian Philippot, qu'il y a un complot, stratégie parfaitement classique de tous les responsables politiques de droite, de gauche ou du Front National qui sont inquiétés par la justice. C'est ce qu'on dit aussi dans le camp de François Fillon. On dit que on veut lui nuire. Absolument. C'est une stratégie classique. Défense, ouais. Mais n'empêche que cette affaire, elle est absolument sérieuse, a fortiori en pleine campagne présidentielle. Et Marine Le Pen, pendant ce temps, elle est du côté du Liban. 24 heures, 48 heures de visite pour Marine Le Pen. Elle y a rencontré le président Michel Aoun, elle y a rencontré le Premier ministre aussi Hariri. Et justement, après cet entretien avec le chef du gouvernement, elle s'exprimait, Marine Le Pen. On va la retrouver dans un... Comme je vous l'ai dit, exprimé des points de vue communs. Nous avons exprimé également et débattu autour de nos divergences d'analyse, étant entendu que la France n'est pas le Liban, évidemment, et que chacun défend, et c'est tout à fait naturel, puisque nous sommes et l'un et l'autre deux patriotes, chacun défend l'intérêt de son propre pays, qui, bien entendu, n'est pas le même. J'ai été tout à fait réjoui de cette rencontre avec le Premier ministre, à qui j'ai évidemment exprimé les félicitations pour l'œuvre de son père et notamment l'œuvre de reconstruction de cette si belle ville de Beyrouth. Voilà, merci beaucoup. Voilà, donc entretien de Marine Le Pen avec le président libanais, avec le premier ministre Hariri, qui a d'ailleurs mis en garde Marine Le Pen, en lui disant l'erreur la plus grave serait pour vous l'amalgame entre islam et musulman d'une part, terrorisme aussi d'autre part. Qu'est-elle allée chercher au Liban? Elle avait besoin d'avoir justement les médias avec elle lors d'une visite internationale, Laurent Neumann. D'abord, c'est la première fois qu'un chef de l'État accepte de la rencontrer. Et puis, il faut dire la vérité, depuis une petite année, la plupart des déplacements à l'étranger de Marine Le Pen se sont pas très bien passés. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé à Québec, où aucun responsable politique n'avait voulu la recevoir. Vous vous souvenez de ce qui s'était passé quand elle était allée en Pologne. Elle avait rencontré le ministre des Affaires étrangères qui avait qualifié toute sa politique de nuisible. Donc, c'était pas vraiment ce qu'elle cherchait en allant là-bas. Et puis, il y a eu cet épisode, alors là, un peu plus drôlatique, si j'ose dire, quand elle est allée à la Trump Tower essayer de rencontrer Donald Trump et où elle a trouvé porte close. Donc là, il était important pour elle qu'elle fasse la démonstration qu'elle est capable de voir un chef d'État. Si j'ai bien compris, c'est Gilbert Collère qui a organisé tout ce voyage. Il était présent avec lui. Il a des relations, des connexions importantes au Liban. Bon, ça reste un voyage au Liban. Macron a fait le même. J'ajoute, si j'ai bien compris, que l'ambassadeur de France ne l'accompagnait pas alors qu'il était présent aux côtés d'Emmanuel Macron. Voilà ce qu'on peut en dire. Mais quelle est la portée? Parce que là, ce soir, on en parle dans le 20h 2017, on explique effectivement, mais quelle peut être la portée auprès de l'électorat ou auprès de plus globalement de celles et ceux qui ont peut-être des doutes encore sur le fait de voter Marine Le Pen? Les images qu'on vient de voir, elles sont évidemment, de son point de vue à elle, très importantes. Pourquoi? Parce qu'on pourrait dire que ces images, d'une certaine manière, elles sont un peu présidentielle. La valeur symbolique importante pour elle d'un déplacement comme celui-là, c'est d'essayer progressivement d'installer l'idée que oui, Marine Le Pen peut être présidente, qu'elle, entre guillemets, fait présidente, qu'elle a le niveau et qu'elle rencontre des chefs d'État avec qui elle a des discussions. Donc s'il ne fallait retenir qu'un aspect de ce voyage, ce serait celui-là, parce que d'un point de vue politique, il est évidemment très important pour elle. Oui, c'est sûr. Alors, elle est venue aussi parce que Michel Aoun est à peu près sur la même ligne politique qu'elle. Il faut être clair, c'est-à-dire soutien au Bachar el-Assad avec le Hezbollah. Et donc, il y avait une forme peut-être plus de rapprochement. Elle l'a évoqué d'ailleurs en sortant du rendez-vous. Saad Hariri, en revanche, c'est plus compliqué puisque lui, il est sunnite. Et qu'il est plutôt contre Bachar el-Assad. Et du coup, il s'est senti obligé peut-être de faire ce communiqué à la sortie pour un petit peu prendre ses distances. Et pour... alors en même temps, bon, c'est un peu particulier parce que le raisonnement des autorités libanaises, c'est que tous les candidats venant, ils les reçoivent de la même façon. Et donc c'est une forme de politesse à l'égard de la France. Et voilà, c'est le cas et c'est comme ça qu'il faut l'interpréter. On va retrouver Néla Latrousse dans un instant en direct du Liban. Et l'image que vous voyez, justement, c'était Marine Le Pen et Gilbert Collère, député, qui déposaient ça c'est avec la poignée de main avec Michel Aoun, mais c'était un dépôt de gerbe devant les victimes, notamment de la guerre au Liban, et puis les victimes françaises aussi de l'attentat
l'attentat du Drakkar dans les années 80. Vous savez, c'était un terrible attentat. Commis par des Syriens, sans doute. Hein. C'est ce qui est quand même l'hypothèse la plus souvent admise de Hafez el-Assad. Est-ce qu'on peut retrouver Nella Latrousse en direct du Liban, justement? Nella, bonsoir. Pas de réaction de Marine Le Pen aux affaires, aux perquisitions ce soir? Non, pas un mot de Marine Le Pen. Elle a quitté son hôtel il y a quelques instants. Pas un mot, ou plutôt cette fois-ci, j'ai un dîner, nous dit-elle. Elle a une rencontre privée dans un restaurant de Beyrouth. Dans son équipe, on nous dit aussi qu'elle ne souhaite pas commenter une actualité nationale depuis l'étranger. Sans doute ne souhaite-t-elle pas non plus brouiller le message qu'elle est venue délivrer ici. Cette quête de stature, de crédibilité à l'international qu'elle a essayé de développer tout au long de la journée avec ces images que l'on a vues sur BFM TV, cette poignée de main avec Michel Aoun, le président libanais. C'était la première fois qu'elle était reçue par un chef d'État étranger. Elle dit même qu'il lui a souhaité bonne chance pour l'élection présidentielle avec lui, mais aussi avec des députés libanais qu'elle a rencontrés, avec le maire de Beyrouth, avec également des membres du gouvernement, avec le chef du parti Kataeb, avec tous ces hauts responsables. Elle a évoqué la gestion de la crise des réfugiés, notamment celle des chrétiens d'Orient, évoqué aussi la montée du fondamentalisme islamiste et la défense nécessaire, d'après elle, de la francophonie. Le seul accroc de cette journée, ou le second accroc après cette perquisition, c'est la rencontre avec Saad Hariri, des divergences assumées, constatées, notamment sur le dossier syrien. On le sait, Marine Le Pen considère, elle, que Bachar el-Assad est une partie de la solution en Syrie. Lui, non. Et aussitôt après son départ, il a transmis aux journalistes présents ce communiqué dans lequel il décline sa vision de la France. Il parle d'une patrie des droits de l'homme et de l'État républicain qui, dit-il, ne fait aucune distinction ethnique, religieuse ou de classe entre ses citoyens. Il ajoute d'ailleurs que l'erreur la plus grave serait l'amalgame entre l'islam et le terrorisme. Marine Le Pen qui aura peut-être l'occasion de lui répondre demain après sa rencontre avec le Moufti de la République, c'est-à-dire l'une des plus importantes autorités sunnites du pays. Nella Latrousse en direct du Liban, donc pour BFM TV, lors du voyage de Marine Le Pen. Alors on voit bien cette campagne, elle est lancée tous les jours, elle réserve des surprises, tous les jours des coups de théâtre. Là ce soir on parle du Front National, des perquisitions. Du point de vue de la stratégie, on va évoquer ce qui se passe à gauche aussi, parce qu'on a eu un beau week-end bien agité aussi. Jean-Luc Mélenchon, Benoît Hamon, Yannick Jadot. Bon, du côté du Front de gauche, ou plutôt des Insoumis, Jean-Luc Mélenchon et Benoît Hamon, on s'échange des amabilités, on se claque la porte au nez. Donc du coup, Benoît Hamon regarde du côté de chez Yannick Jadot. Là, visiblement, on arrive à discuter, à peser le pour et le contre, peut-être à se rapprocher, écouter ce qu'en disait le vainqueur de la primaire de la gauche. C'est pas un accord au trébuchet, il y a la volonté de partager une même démarche en direction des Français. Ils considèrent comme moi que cette présidentielle ne peut pas passer à côté du travail, de la santé, de l'écologie, de la démocratie. Et nous parlons de cela, voilà. J'ai confiance dans le fait que nous travaillons bien, avec beaucoup d'intensité, et ce sera parfaitement transparent et sur le fond et la forme. Donc est-ce que ça veut dire que les deux vont se rapprocher et faire une alliance pour le premier tour et peut-être Yannick Jadot se ranger derrière Benoît Hamon? Bah oui, c'est parti bien pour ça. Et visiblement, vu le score nord-coréen des écologistes qui ont accordé à Yannick Jadot le droit de discuter avec Benoît Hamon, on peut imaginer que s'il y a un accord, lors du deuxième vote, ils diront une deuxième fois oui pour le retrait de Yannick Jadot en faveur de Benoît Hamon. Mais quand même, je voudrais qu'on ait conscience que ça fait 3 semaines maintenant que Benoît Hamon a gagné haut la main la primaire de la gauche et que pour le moment, on a l'impression que ce feuilleton Hamon-Jadot, Hamon-Mélenchon, Hamon, le Parti communiste, dure quand même, ça finit par être long et on peut se demander quand est-ce que la campagne va vraiment commencer. On a beaucoup parlé d'idées pendant la primaire de la gauche. Ouais, là, depuis 3 semaines, les idées ont été mises de côté. Alors visiblement, Benoît Hamon nous dit qu'il en parle avec Yannick Jadot dans le secret de leur discussion. J'imagine, il ne le dit pas, qu'ils doivent quand même un tout petit peu parler aussi des circonscriptions et des investitures aux législatives qui suivent l'élection présidentielle. Ça, visiblement, on n'en parle pas, mais il serait temps que le candidat socialiste fasse campagne et qu'on parle du fond. Mais quand on essaie comme ça de faire des alliances, d'être dans le contact, dans le rapprochement, il faut qu'il y ait du donnant-donnant ou du donnant-gagnant. Là, voilà, il fallait d'abord mais qu'est-ce qu'il a gagné là gris du diviseur. C'est-à-dire il fallait dire, c'était. Qu'est-ce que ça peut lui rapporter à Benoît Hamon? D'abord, c'était presque évident que Jean-Luc Mélenchon ne céderait pas. On le savait, mais il fallait que les formes accompagnent les choses et qu'on fasse semblant de se parler, de se dire
non, etc. Ça, c'est réglé. Ça a été réglé notamment par sa phrase sur le corbillard qu'il a prononcée ici même vendredi soir. Mais ça, c'est réglé. Ça s'accroche pas au vieux corbillard du PS. Voilà. La phrase. Et maintenant, c'est avec Yannick Jadot. Mais c'est vrai que Laurent a raison. Il y en a à gauche et dans des sphères assez haut placés qui se demandent quand est-ce que la campagne de Benoît Hamon va vraiment commencer. Ce qui ne lui coûte pas rien parce qu'il est très bien placé dans les sondages et son image est assez positive. Pour le moment, il ne perd pas là-dessus, mais c'est vrai qu'il y a de l'espace. Il y a l'espace pour parler puisque les autres sont un peu en difficulté. Non, mais ça représente 0, quelque chose ou 1 ou 2 points. C'est l'idée d'une forme d'unité de la gauche. Il a besoin de Yannick Jadot pour pouvoir vendre son côté écologiste, Benoît Hamon. C'est faire revivre aussi l'idée d'une gauche plus unifiée et qui, en plus, face à Marine Le Pen, voilà, c'est... Oui, je dirais pour résumer qu'il y a les deux gauches irréconciliables aujourd'hui, c'est l'arithmétique d'un côté et la politique de l'autre. Parce que la réalité, c'est que si vous n'additionnez pas les voix de Mélenchon, d'Hamon et Jadot, grosso modo, vous n'avez aucune chance d'être au deuxième tour. Or, la politique empêche cette addition aujourd'hui. Justement, quand on regarde la politique... Les gauches sont bien irréconciliables, en fait. Ouais, on peut dire que Manuel Valls avait raison, finalement. Non, mais... On peut se poser la question aussi de ce que compte faire François Bayrou. Alors, suspense insoutenable, la France retient son souffle. François Bayrou prendra la parole mercredi lors d'une conférence de presse. Il dira si oui ou non il se présente à l'élection présidentielle. François Bayrou, déjà candidat 3 fois. En 2002, 6,7%. En 2007, c'est son meilleur score, plus de 18%. En 2012, 9%. Alors, vous savez quoi? On va prendre des petits paris, je vais faire les cotes. Donc Thierry Arnaud, Laurent Neumann, Hôtel Krief. On peut dire déjà... Il va y aller à votre avis, ou pas? On peut déjà essayer de savoir. Avec les gens auxquels on a parlé depuis samedi. Alors je note route. Les données de la question, avant de donner la réponse. Parce que, à mon avis, il en a très envie. Et la question, c'est est-ce que... en y allant, il affaiblit qui, il renforce qui? En y allant, il affaiblit Emmanuel Macron. Et donc, il fait arriver François Fillon peut-être plus facilement au deuxième tour. Certains lui disent c'est très bien parce qu'à ce moment-là, François Fillon aura besoin de toi. Et du coup, si tu fais un score intéressant, il s'ouvrira et du coup, il aura besoin du centre pour adoucir sa position et être plus fort face à Marine Le Pen. D'autres lui disent mais c'est terrible parce que si tu y vas et que tu prends Emmanuel Macron, tu empêcheras nos idées, parce que quand même, ils sont assez proches, d'être en face de Marine Le Pen. Et donc, si tu y vas, tu vas affaiblir le centre-gauche, le centre-droit. Et donc, c'est une équation terrible. Cornélien. Alors après, il y a une autre question, c'est les égos. Les personnalités, disons. Les personnalités. François Bayrou, il a fait 3 candidatures, et dans le fond, il sait qu'il sait faire. Mais Emmanuel Macron, est-ce qu'il a envie d'accepter une alliance avec François Bayrou, de partager l'affiche, faire un meeting avec François Bayrou la semaine prochaine? Bon, pas sûr. Sauf que c'est la condition à laquelle, évidemment, éventuellement, François Bayrou lui apporterait son soutien. Donc ça bloque aussi. Alors, ne me demandez pas la réponse, je ne l'ai pas. Vous avez eu la thèse et l'antithèse, vous n'aurez pas la synthèse. Moi, je suis centriste, sur votre feuille, je suis la colonne du centre. C'est ça. Alors Eric. Roux, j'ai mis point d'interrogation. Laurent, moi c'est Laurent. Mais Roux, j'ai mis point d'interrogation, c'est pas prononcé. Alors, il va y aller ou pas? Alors, moi, je vous dis que oui. D'accord. Eric, je vais vous expliquer pourquoi. Laurent. Eric Brunet n'est pas là. Brunet sera là demain. Je vais vous expliquer pourquoi. Si François Bayrou, je sais qu'il a l'art du suspense, convoque une conférence de presse, vous voyez, c'est sérieux, c'était solennel, c'est grave, on est tous sommés d'être là à telle heure mercredi. Si c'est pour nous dire qu'il n'y va pas et qu'il se réserve le droit un peu plus tard, en fonction du développement de la situation, de nous dire pour qui il soutiendrait ou qui il ne soutiendrait pas, pardon, il y a un côté un peu guignol. Si en revanche, il y va pour nous dire, et c'est tout à fait possible, j'y vais, mais j'ai décidé de soutenir Emmanuel Macron. Alors là, on lui rappellera. J'y vais, mais il convoque la presse pour dire je n'y vais pas, mais je soutiens Emmanuel Macron. Alors là, Vous avez déjà entendu François Bayrou parler d'Emmanuel Macron? Très peu, ou souvent pour en dire du mal. Et justement, j'y viens. On va le dire comme ça, oui. Au mois de septembre dernier, quand Emmanuel Macron a quitté le ministère de l'économie,
Les propos de François Bayrou sur Emmanuel Macron étaient les mêmes à la virgule près que ceux qu'il a tenus la semaine dernière sur François Fillon, le candidat du CAC 40, des puissances de l'argent. Les mêmes mots qui s'adressaient alors à Emmanuel Macron et pas que ceux qui s'adressaient à François Fillon. Emmanuel Macron a 48 heures, Oui. nous sommes lundi, jusqu'à mercredi 16h30, Et ça a commencé. pour Et ça a faire des propositions Ça a commencé. à François Bayrou pour Absolument. essayer de faire en sorte que ce centre Non. se rapproche. L'électorat qui se rend... Non, vous êtes... Attendez, si on reprend la question, Alain, moi je note, alors vous dites oui, c'est ça? Que quoi? Non, moi, Sur il dit non, qu'il n'ira pas, moi. Ah, bon, Non, d'accord. je dis qu'il n'ira pas parce que François Bayrou, il ne veut pas attendez. prendre de risque de se prendre un méga gadin et qu'il veut exister jusqu'au dernier J'ai moment pris et être éventuellement le recours Alain. si on voit que la Et ça situation dépend s'il change. reçoit. Il peut ne pas y aller s'il reçoit une proposition Alain, il se intéressante met en réserve de la d'Emmanuel Macron. République. J'ai pris un risque terrible parce que Christophe Castaner, qui était sur ce plateau Soutien de Macron. tout à l'heure, soutien de Macron, a clairement tendu la main à François Bayrou. Mais Emmanuel Macron l'a fait la semaine dernière aussi. Hier, Gérard Collomb, maire de Lyon, qui était sur notre antenne, a fait la même chose. Depuis une petite semaine, 10 jours, ils ont compris chez Macron que François Bayrou piaffait d'impatience, qu'il avait envie d'y aller, et donc ils lui tendent tous la main en lui disant mais pourquoi tu viens pas chez nous? Au fond, on défend les mêmes idées, à deux on peut être plus fort, on peut gagner. Voilà. Pas seulement des paroles, mais des preuves. Alors, Absolument. monsieur Arnaud, Laurent dit oui, il va y Il aller. ira. Point d'interrogation sur vous? Il ira. Il ira. Alors Thierry. Il ira et Il je ira, pense que... C'est énervant parce que c'est encore vous qui aura raison. Non, parce que j'ai rien dit, je me sens très Thierry. lâche. Thierry, allez-y. Non, je crois que les choses sont assez simples. Au fond, il considère qu'il ne peut pas laisser le centre mourir. Et si Emmanuel Macron est au deuxième tour, c'est lui qui incarne d'une certaine manière, qui devient l'héritier des idées et du centre, etc. Et je pense que cette idée n'est pas supportable. Je peux ajouter un pour François petit Bayrou. élément. Il a choisi mercredi, et mercredi c'est le jour. Des C'est enfants. un hasard. Où Emmanuel Macron Où fait- Emmanuel présente Macron présente le chiffrage de son programme. Il l'a retardé à vendredi. Hein. Incroyable. le Le chiffrage. chiffrage. Ah, Ah, d'accord. c'est Et intéressant. Emmanuel Bah voilà. Macron sera demain à élément Londres. de plus. Oui. Et Thierry Arnaud sera notre envoyé spécial pour suivre un peu justement Oui, on le s'est dit que ce trajet serait intéressant d'Emmanuel Macron. d'accompagner Emmanuel Macron et de voir comment se passe cette campagne à un moment où elle traverse certainement sa première zone de turbulence, où les sondages semblent indiquer que les choses se tassent un petit peu, qu'il est au coude à coude désormais avec François Fillon. Et donc on va aller voir un petit peu quelle est l'ambiance de cette campagne autour du candidat Emmanuel Il nous Macron. reste un... Juste un mot, parce que si là, on a vu dans le sondage d'aujourd'hui, François Fillon est plus faible face à Marine Le Pen qu'Emmanuel Macron. Ça compte aussi dans le raisonnement de François Bayrou, le risque Marine Le Pen. Il y a encore des candidats qui essayent d'exister dans cette campagne. Vous savez, ce que l'on appelle les petits candidats. Et eux, aujourd'hui, ils ont du mal. Exemple, Philippe Poutou, du nouveau parti anticapitaliste. Il continue de récolter ses signatures, mais c'est difficile et il a expliqué pourquoi. On approche de la barre des 300, exactement pareil, on peut pas trop vous dire parce que les équipes sont sur le terrain, on fait remonter les formulaires comme on peut, à la fois des formulaires écrits mais aussi quelques engagements, enfin pas mal d'engagements verbaux, donc on essaie de faire la somme de tout ça, on est autour des 300. En fait, on est dans un système de filtre profondément antidémocratique et qui est un système aussi de pression divers et variés, donc les maires aujourd'hui à la fois ont plutôt tendance à rejeter tout ça, à rejeter même l'idée de parrainer parce qu'ils en ont ras-le-bol, ras-le-bol des scandales à répétition, ras-le-bol du monde politicien, ras-le-bol de la corruption. Enfin, s'ils avaient autant ras-le-bol, ils iraient vers Philippe Poutou. Excusez-moi, moi, tous les 5 ans, ces candidats qui réapparaissent, pour faire quoi? 0,5% pour exister un peu médiatiquement. Je vois pas l'intérêt. C'est la démocratie, parce que si on pousse votre argument jusqu'au bout, on dit quoi? Qu'il faut y ait 2-3 candidats et c'est tout. Non, il y a une palette plus large. D'accord, mais à ce moment-là, ils feraient des scores aux élections locales aussi. Or, ils ne les font jamais non plus, si vous voulez. Donc, oui, mais les systèmes sont différents dans les élections locales. Il a eu ses parrainages il y a 5 ans. Il y a eu 10 candidats à l'élection présidentielle il y a 5 ans. Et c'est ce qui se passe à chaque élection présidentielle, en tout cas dans la période récente. Et personnellement, je trouve ça très bien que les idées de Philippe Poutou soient représentées à l'élection présidentielle. Ça me pose pas de problème. Sauf qu'à chaque fois, elle reste toujours très bas, à 0, la démocratie, c'est que si Philippe Poutou a ses parrainages, il est un candidat parfaitement légitime. S'il ne les a pas, le mode de désignation et de parrainage est aussi démocratique. Je rappelle qu'il y a 47 000 personnes dans ce pays qui peuvent donner un parrainage et qu'il en faut 500
500. 47 500. Donc c'est parfaitement démocratique. S'il les a, c'est un candidat légitime. S'il les a pas, eh bien ça veut dire qu'il ne satisfait pas aux règles de la démocratie. C'est assez simple en réalité. Non, ce qui est parfois un peu gênant, c'est qu'on a quand même toujours un petit peu les mêmes partis qui représentent toujours un peu les mêmes corpus d'idées. Il peut y avoir, comme à chaque fois, 2 ou 3 partis trotskistes. Alors qu'il y a même des familles d'idées différentes et qui ne sont pas représentées. À elles de s'organiser et à elles de faire. Je suis tout à fait d'accord. Macron, on verra ce que ça donne. Exactement. Il a dit je veux incarner un message et une façon de faire de la politique qui n'existe pas aujourd'hui. Il y donc est allé. Je crée mon mouvement et il aura ses parrainages. Oui, enfin, excusez-moi, voilà. Depuis 40 ans ou 50 ans maintenant qu'on voit la Ligue communiste révolutionnaire devenue le nouveau parti anticapitaliste, ils sont toujours restés au ras du gazon. Donc je veux dire, si aujourd'hui ils représentaient quelque chose localement ou nationalement, ils seraient montés au fil des années. En tout cas, je ça pense ne que s'est ce jamais sera passé. plus difficile quand même cette année. Allez, on va regarder vos tweets, vos réactions ce soir sur les réseaux sociaux, sur Twitter. Hamon refuse de se ranger derrière Mélenchon. En effet, il risquerait de devenir l'homme invisible derrière un hologramme. Je vois que vous avez l'esprit taquin, comme d'habitude. Oui, pour un parti anti-européen, avoir réussi à piquer des sous à l'Europe, c'est considéré comme une prise de guerre. Acte militant. Le troisième, Marine Le Pen se présidentialise au Liban et se judiciarise en France. Enquête en cours, présomption d'innocence. Et puis, emploi fictif, alliance qui tarde à se faire. Cette campagne présidentielle s'appuie sur du sable plutôt mouvant aussi pour Fillon, nous dit Nouna pour le dernier tweet.